Tout à l'heure, je vous ai fait la pub des présentations de 5 minutes sur les outils spécifiques. Moi, c'est exactement ce que je vais faire. J'ai découvert SwiftLint il y a 1 an maintenant et je l'ai utilisé pour un des projets sur lesquels j'ai travaillé. Donc, je voulais vous en parler un peu plus. J'ai écrit un blog post sur Medium qui était intitulé A Tool to Keep You an Honest Swift Developer. Et en fait, c'est vraiment un outil qui vous permet de faire attention à ce que vous écrivez un petit peu plus que ce que le compilateur vous permettrait de faire. En fait, SwiftLint utilise Clang et SourceKit pour étudier un peu plus votre code et trouver là où éventuellement il y a des erreurs que vous avez fait que le compilateur n'a pas attrapé. Ou aussi, si vous avez des conventions de style dans votre code, il y a des règles pour vous forcer à les appliquer. Et certaines d'entre elles sont même automatiquement appliquées. Donc, par exemple, le curly brace, est-ce que vous voulez le mettre sur la même ligne que le if statement ou sur la ligne d'après? Vous décidez ça une fois dans la configuration et après ce sera toujours comme ça. Dans le monde du web, c'est pareil, c'est des choses qui existent un peu partout. Dans le monde du natif, un petit peu moins. C'est une solution qui a été créée par Realm il y a 1 an ou 2 maintenant, parce que c'est un outil qui n'existait pas pour Swift et c'était quelque chose qu'ils voulaient vraiment faire. Donc c'est open source. Si jamais il y a des règles que vous voulez avoir mais qui n'existent pas, vous pouvez créer vos propres règles et les pousser vers l'application pour que tout le monde puisse les utiliser. Alors comment est-ce qu'on l'utilise? Désolé pour les gens qui sont côté Android, c'est tout iOS. Donc là, le script que moi j'utilise en fait dans Xcode, donc c'est dans une build phase. Donc la première chose, je vérifie qu'il est installé, parce que si jamais je passe mon projet à un autre développeur après et qu'il le fait tourner et qu'il n'est pas installé, il y a quelque chose qui ne va pas marcher et le SwiftLint ne va pas tourner et les règles ne seront pas appliquées. Donc la première chose, c'est est-ce que c'est installé? Si ce n'est pas installé, on balance un warning dans Xcode, comme ça le développeur peut voir tout de suite, ah bah oui, j'ai pas l'outil, il faut que j'aille l'installer et c'est là où je le retrouve. La première ligne après ici, c'est juste pour dire faire tourner l'outil, mais en mode autocorrect. Et donc c'est pour gérer justement toutes ces règles qui peuvent être corrigées automatiquement. Vous faites tourner ça et en fait ça reformate votre code en faisant respecter ces règles-là. Et la deuxième ligne après, c'est là où ça devient un peu plus méchant. Et où ça met des erreurs, des warnings en fonction des erreurs que vous avez fait dans le code et les erreurs que vous avez décidé que vous voulez vérifier que vous ne faites pas. Alors les règles les plus intéressantes, qui pour moi sont aussi les plus chiantes, parce qu'en gros vous avez, au lieu d'attendre la code review 1 semaine après que vous avez fait votre code ou comme ça, il y a quelqu'un qui est, à chaque fois que vous appuyez sur build, qui est là, ah non mais ça c'est pas bien, ah non ça c'est pas bien. Donc la première, c'est Cyclomatic Complexity. Et en fait, quand vous regardez vos méthodes, vos fonctions, vous pouvez imaginer que chaque fonction a un score. Et à chaque fois que vous faites un if statement, un switch case ou un for loop, ça rajoute +1 à chaque fois. Et au plus vous avez de statements comme ça qui créent des branches ou de la complexité, ce score monte. En défaut, je crois qu'ils mettent à 10. Ça a duré 10 minutes sur mon ordinateur avant que toutes mes fonctions étaient en rouge. J'ai dit ok, on va le monter un petit peu. Et puis au fur et à mesure, en fait, j'ai descendu. Et ça permet en fait de générer des fonctions après des méthodes qui sont assez courtes et qui sont vraiment orientées vers faire une seule chose. Et donc ça permet vraiment de vous forcer à refactor votre code. Après, en Swift, ils ont introduit tout ce qui était optional. Donc tout ce qui est force cast, forced unwrapping et force try, qui en fait permettent de dire non, je veux vraiment faire ça, même si ça peut planter. Quand on fait du test, qu'on veut explorer quelque chose, c'est très pratique. Mais quand on rentre en production, c'est là où en général les applications crashent. Donc là, à chaque fois que vous essayez d'utiliser un de ceux-là, il vous dira non, il ne faut pas faire. Et après, il faut dire ok, alors il faut rajouter un if statement, ou il faut éventuellement gérer les erreurs et ainsi de suite. Après, il y a tout ce qui est nombre de lignes maxi dans les fonctions, dans les classes, et nombre maxi de méthodes dans une classe, et nombre maxi de paramètres pour une méthode. Et donc, pareil, là, c'est pour forcer, essayer de faire du code plus concis pour que le prochain développeur qui passe après vous ne soit pas obligé de vraiment se taper la tête contre le mur pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et le dernier truc que je trouve qui est assez pratique, c'est de dire qu'il y a certaines méthodes comme view will appear où on est censé appeler la version super. Et c'est très facile de l'oublier. On dit on crée la méthode machin bidule, on oublie de taper ça. Et en fait, après, ça crée des bugs parce que on n'a pas appelé super et les choses ne se passent pas bien. Donc là, ça vous dira pareil. Au fait, il ne faut pas oublier de le mettre.
Alors là, la façon dont je l'ai configuré, c'est pour que ça tourne à chaque fois que je construis l'application. Donc à chaque fois que je fais commande B, ça le fait tourner. Donc, mais je ne pense pas qu'il y ait d'option pour le faire en temps réel, parce qu'en fait, ça fait tourner l'outil à chaque fois. Après les autres règles, il y a les règles de style de code, comme je vous disais tout à l'heure, pour un if statement, où est-ce que le curly bracket doit aller. Il y a aussi des règles plus de quelle API on veut utiliser plutôt qu'une autre. Donc là, par exemple, pour tout ce qui est array, si on veut tester si l'array est vide, il y a une méthode isEmpty. Ils ont décidé que c'était mieux que de faire count equals 0. Bon, c'est une opinion, chacun son truc. Je trouve effectivement que isEmpty est plus lisible, mais ça reste des opinions. Et après, règle de bon codeur, si on fait un fatal error, par exemple, il faut mettre un message pour dire ce qui se passe. Quand on est tout seul, bon, à la limite, c'est pas gênant. Quand on est en équipe, c'est bien que quand ça plante, qu'on puisse voir ce qui s'est passé avec un beau petit message qui dit pourquoi ça a planté. Et c'est bien, c'est la fin.